Allez, c'est l'heure du gros sujet, Le qui est gros très sujet. lié évidemment à ton point box-office, Adrien. Tout à fait. L'idée, évidemment, c'est de revenir un petit peu sur... En fait, Joker 2, c'est un énième échec commercial pour une suite d'un film à 1 milliard de dollars, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Joker 1, c'était quoi, 2019 ? Joker 1, c'était 2019, exactement. Et donc, des succès immenses commercial et critiques, pour le coup, versus une suite qui flop totalement. Et là, pour le coup, on peut vraiment parler de flop. Et c'est loin d'être le premier. Et c'est loin d'être le seul, dernièrement. Non, exactement, on rappelle, hein, voilà, pour ceux qui rejoignent l'émission en cours, mais c'est 200 millions de dollars de budget pour Joker 2. Il va jamais rentrer dans ses frais, ça va mettre Warner Bros dans la merde, etc. Donc c'est très compliqué. Comment on passe, voilà, comme tu l'as dit, comment on passe d'un succès planétaire à 1 milliard de dollars, un peu plus, à un four total. Est-ce que ça s'explique par le public qui n'y trouve pas son compte? Est-ce que le temps a passé? Il s'est écoulé 5 ans. Est-ce que la hype est passée, etc. Est-ce qu'il fallait faire une suite? Est-ce que le film ne suffisait pas à lui-même, etc., etc. Il y a aussi le côté, pour Joker 2, on parlera des autres films après, mais Joker 2 a été vendu comme une comédie musicale. Ouais. Ils l'ont dit, est-ce qu'ils l'ont assez dit? Est-ce qu'ils l'ont assez rabâché? Est-ce que les gens étaient prêts à aller voir une comédie musicale Joker? Les gens sont prêts à aller voir des comédies musicales, par exemple, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'ils voulaient une comédie musicale pour la suite de Joker? Peut-être pas, etc., etc. Et surtout, bon, moi je pense que la vraie réponse pour Joker 2, c'est le bouche à oreille. C'est clairement, les gens n'ont pas aimé ce film, l'ont dit autour d'eux, et ça n'arrête pas en fait de circuler. Et en fait, il n'y a vraiment pas ce truc de je vais me faire mon propre avis. Là, apparemment, tous les gens de confiance qu'on a autour de nous disent que c'est pas bon. Même, et ce qui est encore plus frappant, en fait, et c'est ça qui explique peut-être le manque de succès d'une suite, pas que Joker, c'est quand des gens ont adoré un premier épisode et qui te disent en allant voir le 2 qu'il est nul, c'est qu'il y a un vrai souci et que tu peux peut-être leur faire confiance. En fait, il y a un truc, évidemment, je pense que il y a plusieurs facteurs autour de Joker 2. Joker 1, déjà sorti en 2019, donc au final, il n'y a pas vraiment de c'était il y a trop longtemps pour qu'on l'oublie et qu'on n'ait plus envie de le voir. Je pense que les gens, d'une manière générale, avaient envie d'aller voir Joker 2. Et d'ailleurs, ça se traduit dans les chiffres, les premiers chiffres au box-office. En revanche, et c'est là où je pense que tu dis vrai sur l'histoire du bouche à oreille, quand t'as une chute aussi élevée de première à deuxième semaine, c'est qu'il se passe quelque chose sur le bouche à oreille, et que justement, là on n'est plus sur du bouche à oreille positif, mais du bouche à oreille négatif. Tu rajoutes à ça évidemment les critiques qui ont pas forcément trop compris le principe de ce Joker 2, du coup là on est sur un décalage absolument immense entre les attentes et ce qu'on reçoit. Il y a évidemment une problématique qui est de... Quand tu fais une suite d'un film qui a énormément marché, et moi ma théorie aussi c'est que Joker 1 c'est un succès surprise, parce que ce film-là il a pas un budget incroyable, et il se trouve qu'il a eu une run magnifique en termes de marketing, en termes de bouche à oreille à l'époque en 2019. Rappelez-vous quand même que le lancement de Joker, c'est des salutations immenses au moment à Venise, du Festival de Venise, merci. À la Mostra. Et là, du coup, la carrière du film était lancée. C'est un film qui, rappelez-vous, a concouru pour les Oscars. C'est rare quand même pour ce genre de film-là. Et donc forcément, ça pose question. Est-ce que ce film-là, il est pas sorti juste au bon moment, avec une proposition qui était autre et qui a bien plu à un moment qui fait que ça a bien marché à ce moment-là. En France, il est sorti au moment des Gilets jaunes. Donc, je peux te dire que ça m'a parlé. Révolution, pote. Non, mais tu vois, et quelque part, est-ce que 5 ans plus tard, tu refais le même film, t'as la même réponse, je sais pas. Et surtout, quand tu fais un film aussi différent du premier, est-ce que tu peux vraiment te permettre de faire un film comme celui-ci, qui soit bien ou qui soit pas bien, voilà, peu importe. Non, mais, je suis entièrement d'accord avec toi, mais par contre, je pense juste que le film, s'il sortait aujourd'hui, marcherait peut-être pas autant, mais il marcherait extrêmement bien. C'est possible, ouais. C'est quasiment sûr. C'est possible. Parce que déjà, il s'inspire de grands films de Scorsese, donc à savoir La Valse des Pantins
En gros, énorme partie donc qui s'appelle en français en anglais The King of Comedy. Oui. Et là-bas, c'était porté en français et évidemment énormément de Taxi Driver. Donc voilà, il y a énormément d'inspiration du côté de Scorsese. C'était un peu inédit. Si aujourd'hui on nous sortait ça pour la première fois, on ferait oh il y a un style, c'est cool, Joaquin Phoenix en Joker, ça rend bien, voilà. On n'était pas habitué à tout ça, il y avait vraiment tout un esthétisme et une narration qui était plutôt cool et qui fonctionnait bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi je suis pas fan du tout du premier, mais je trouve qu'il est très ok quoi, enfin il y a vraiment quelque chose, il y a une patte quoi. Le deuxième, et c'est là où je te rejoins de ouf, c'est une proposition beaucoup trop radicale, je pense, par rapport au premier. Et en fait, je pense qu'ils ont mal communiqué sur le côté comédie musicale. Ah bah, je pense que les gens n'étaient pas au courant. Je pense que les gens pensaient que ça allait être vraiment la suite du Brûlot, en fait, qui avait été une sorte de... tu vois, qui avait mis en place Todd Phillips. Le film se déroule que dans trois espaces, quoi. Enfin, c'est vraiment 3 décors, c'est ouf. Todd Phillips a vraiment détruit en fait l'image qu'il avait du Joker, qu'il avait mis en place exprès. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le film est sorti en 2019. Entre-temps, il y a eu le run de Trump, en fait. C'est ça aussi, quoi. Tu parlais de run de cinéma, mais il y a aussi Trump qui est arrivé. Trump, alors, est fait 2016-2020, mais je veux dire, en 2020, il s'est passé quelque chose de très important, à savoir la prise du Capitole. Et la prise du Capitole, nous, en France, on a vu ça de loin. Mais pour les États-Unis, ça les a vraiment... complètement marqué en fait. C'était un truc très très fort. C'est comme si nous, des gens rentraient à l'Assemblée et pétaient tout quoi. C'est un des trucs d'ailleurs dont ils parlent le plus en ce moment, hein, pendant la campagne 2024 aux États-Unis, ils parlent tout le temps de ce truc-là. C'est normal. Si on relie ça à la pop culture, il y a un arc entier de plein d'épisodes dans The Morning Show, qui est une excellente série. Regardez The Morning Show sur Apple TV. Et super intéressant sur justement la prise du Capitole. Et je trouve ça assez pertinent d'en parler. Mais si je reviens au sujet du Joker 2 déconstruit son personnage. Et en fait, en déconstruisant son personnage, évidemment, les gens, ils s'y retrouvent plus non plus, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le truc, quoi. Ils font, c'est pas le Joker que j'avais vu dans le premier, quoi. Et Todd Phillips a peut-être fait un acte punk, politique, en disant, finalement, le Joker 1, c'est pas le Joker que vous pensez, etc. Et un peu comme Matrix 4, je le rappelle, comme je l'avais fait il y a 2 semaines, en disant... Matrix n'est pas forcément le Matrix que vous avez connu, donc je vais un peu tout déconstruire, etc., etc. Et il faut bien dire aussi que Joker 1, il y a eu une récupération politique du personnage et du film à l'époque qui a beaucoup déplu à Todd Phillips, et c'est aussi peut-être pour ça que Joker Folie 2 est ce qu'il est. Mais juste pour parler pas spécialement de ce côté politique-là, je pense qu'il y a une erreur fondamentale dans le marketing de ce film, c'est que si vous regardez les bandes annonces de ce film, vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'une comédie musicale. Ah non, ils le mettent pas du tout. Ça n'est pas un sujet dans les bandes annonces et dans le marketing de ce film. Or, je pense que c'est un des genres les plus clivants du cinéma, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on apprécie ou pas. Moi, j'adore les comédies musicales, mais je sais très bien que ça, c'est le genre que les gens aiment le plus détester. C'est vrai, ça me fait toujours marrer. Ouais. Genre, on donne vraiment pas sa chance au Non, mais c'est vrai, vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment un des trucs dont t'entendras tout le temps parler les cinéphiles ou les pas cinéphiles, qui te diront, moi, je ne peux pas regarder une comédie musicale. Et j'avais eu ça, c'est pas si récent, mais pour West Side Story de Spielberg. On aime ou pas le remake, moi j'aime énormément ce qu'il a fait avec le remake de West Side Story, même si l'original est au-dessus de tout. Bien sûr. Mais il y avait plein de gens qui disaient j'ai pas spécialement envie de le voir parce que c'est comédie musicale et tout, c'est puis Spielberg qui s'y a foutu là-dedans et tout. En fait, vous avez raté un énorme film, en fait. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est un grand film, West Side Story version Spielberg, quoi. Mais bref. Anthony qui nous dit dans le chat, moi je fais partie des gens qui n'aiment pas ça, mais je juge pas du tout les gens qui n'aiment pas ça, et je comprends. Parce que évidemment, c'est très spécifique. Mais donc du coup, faire une suite d'un film à $1 milliard avec un budget de $200 millions sur une suite qui est une comédie musicale et qui ne dit pas son nom. Alors, c'est intéressant, parce que dans le chat, Franck dit, si le public avait su que Wonka était une comédie musicale, par exemple, il aurait fait beaucoup moins d'entrées. Peut-être. C'est vrai que j'arrive pas à comprendre ce paradoxe sur Wonka qui a fait un carton monstrueux. Et pourtant, c'est le même diffuseur. Et moi, je ne savais même pas que c'était une comédie musicale, et pourtant, on est assez renseigné, quoi. Et c'est Warner, exactement. Et tu dis, attends, les gars, vous avez même pas dit une seule fois que ça allait être une comédie musicale, et ça n'a pas empêché le film de marcher. Peut-être que c'est pas la même cible. C'est-à-dire que Wonka, c'est une cible beaucoup plus familiale, c'est une cible... Non mais c'est vrai, c'est sûr. Bien sûr. Et il n'y avait pas eu de précédent. Alors si, évidemment, il y avait eu
la Charlie et la chocolaterie 1 et 2 dans l'idée, celui de Tim Burton et celui d'avant avec... merde, je sais pas, c'est ouf de perdre ça. Bref, mais vous l'avez. Et... mais, oui, non, Johnny Depp, oui, mais avant, dans les années 70, 70. Ah oui, okay. Ouais. Et bref, et tout ça pour dire que, bon, c'est un paradoxe quand même que ça fonctionne, mais c'est sûrement parce que c'est pas la même cible, et parce que c'est pas une suite directe. Et oui, il y a ça évidemment, et puis quelque part, enfin je sais pas, tu le vois danser Timothée Chalamet dans les bandes annonces, tu sens un peu le truc, tu vois, on sait qu'il est très extravagant comme personnage de base, alors que Joker c'est l'inverse. C'est ça. Joker dans le 1, il fait une danse dans les chiottes vite fait comme ça, et puis c'est tout quoi. Il danse dans la rue, et puis c'est tout, tu vois. Bon, bref. Oui. Mais bon, effectivement, il y a l'article le dit, Todd Phillips a ensorcelé les producteurs pour que ça passe, parce qu'ils auraient jamais dû greenlighter un tel budget. Je pense que ultimement, ce qui s'est passé, c'est que il avait fait un film à $1 milliard. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire en tant que producteur à un réalisateur qui vient de faire $1 milliard? Bah, tu le traites comme James Cameron, tu vois. Il dit, vas-y, fais ce que tu veux, de toute façon, ça va marcher. Bah non. Attends. $1 milliard avec un budget extrêmement faible. C'était que 85 millions, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, enfin, moins de 100 millions, tu fais, évidemment que tu lui donnes, tu l'ouvres toutes les portes, enfin, bien sûr. Il fait ce qu'il veut, quoi. Bien sûr. Il a fait la trilogie Very Bad Trip avant aussi. Chez Warner. Et le mec te dit... Quand t'as fait Very Bad Trip avant, c'est pas mal aussi. Le mec te dit, je veux faire une comédie musicale d'une suite d'un film à $1 milliard avec Lady Gaga, qui va faire des chansons exprès. Tu dis, bah, oui, mais non. Oui. Mais non. En fait, il y a des moments où il faut prendre peut-être un peu de recul sur la situation. Il y a aussi le fait qu'on va le rappeler quand même, avant que tu y ailles. Ce film n'a pas été testé auprès des publics tests. Et ça, c'est quand même un signe annonciateur. Ouais, tu vois, c'est que, en fait, de toute façon, ça va marcher. Bah, peut-être pas, en fait. Ah non, bien sûr. Par contre, on peut pas leur reprocher, ça c'est un truc, tu le sais, la prise de risque. C'est vrai qu'on le dit suffisamment souvent que Hollywood ne prend pas assez de risques pour saluer l'effort. Là, on n'a même pas jugé le film. Moi, je ne juge pas le film. Là. Moi, on juge pour le coup le produit marketing. Le produit marketing et le succès au box-office, en fait. Qui fait que pourquoi il y a... En fait, c'est vraiment le sujet du jour, c'est ça. C'est pourquoi un carton, donc Joker 2 et d'autres films dont on va parler, font des suites qui chutent comme jamais au box-office, quoi. Et c'est très intéressant de se demander pourquoi. Alors, on va en parler des autres films. Assez récemment, on a eu The Marvels en 2023. The Marvels qui était quand même la suite d'un énorme carton au box-office. C'était Captain Marvel en 2019 qui avait fait 1,1 milliard de dollars au box-office avec 160 millions de budget. The Marvels, 4 ans plus tard, avec 220 millions de budget, donc pas quasi le double, mais voilà, un peu moins de 100 millions de plus, nous fait que 206 millions de box-office. Il y a une chute de 800, même de 900 millions de dollars. Il y a une différence de 900 millions de dollars au box-office entre le 1 et le 2. Il récupère pas son budget non plus. Ok, d'une, il récupère pas son budget. C'est juste fou. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie du 1 En fait, il s'est passé Endgame déjà. Oui. Parce que les gens attendaient en fait à chaque fois manger leur petit snack avant la fin de la saga de l'infini. Donc Captain Marvel s'intercalait là. Le cinéma, tout se portait encore très très bien au cinéma aussi en 2019. Un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est le Covid. Ah bah bien sûr. Ça joue aussi énormément. En 2019, rappelez-vous, avant, on allait au cinéma sans masque. Bref, mais voilà, c'était aussi quelque chose. Et je pense aussi que en 2023, Marvel avait aussi changé vachement de choses au niveau de sa prod, avait sorti toutes les séries ultra relou dont on n'a pas arrêté de parler dans l'émission en disant que c'était trop, il y avait la bête Disney+, il fallait arrêter tout ça. Depuis Endgame, ils n'ont pas su se renouveler même au niveau des films, ça a été très compliqué, à part les Gardiens 3. Il n'y a rien de notable. Voilà. Et donc en fait, forcément, les gens se sont lassés, il y a eu un ennui qui s'est créé chez le public, donc la super-héros fatigue, et je pense que ça vient de là. Je sais pas, là je juge le produit, quoi, mais je pense que ça vient de là. Le film en lui-même mérite pas son... Non. Le film est ok, il est complètement bourré de défauts, mais... Le film n'est pas incroyable, on est bien d'accord. Je le reverrai jamais, je pense. Mais okay, tu vois, en fait, moi, ce qui me dépasse, c'est plutôt que Captain Marvel 1 fasse plus d'1 milliard. Ah ouais,
C'est lunaire. Mais lunaire. Tu vois, ça c'est plus ça qui me dépasse. Moi je pense que bon, c'est un film, tu vois, alors bon, c'est un film qui devrait rentrer dans ses frais pour autant. Oui. The Marvels, c'est un film, tu vois, qui normalement, dans un moment normal, si tu veux, devrait faire son 400-500 millions de dollars, tu vois. Là, il y a eu un truc de tout le monde a décidé que ce film c'était nul à chier et que c'était pas la peine d'y aller, tu vois. Et je pense aussi, t'as parlé du Covid évidemment, on peut parler aussi de l'inflation. On n'est plus du tout dans un mood où on va voir tous les films qui passent et encore moins tous les Marvel qui passent. Ça c'est fini. Et donc il y a aussi ça qu'on apprend avec ces moments-là, et ces films-là et ces échecs-là, parce que The Marvel, c'est loin d'être le seul échec Marvel ces derniers temps, on en a suffisamment parlé dans ce podcast, cependant c'est le plus cuisant, en l'occurrence. Clairement. Mais ce qui se passe, c'est que, et c'est un truc dont t'as un tout petit peu parlé au début de ce sujet, c'est qu'il y a, fondamentalement, t'as aussi besoin qu'une suite soit justifiée par rapport par rapport au film original. Oui, tu vois, c'est pas comme si on te disait on adapte une trilogie. Évidemment que tu vas voir le 2, tu vas aller voir le 3. Là, c'est pas la même chose. On te dit ce film a cartonné, donc je fais une suite. Est-ce que c'est nécessaire ? Je m'en bats les couilles. Vous allez payer. Tu vois, vous allez aller le voir parce que ça a cartonné. Bah la réalité c'est que non. Non. La réalité, c'est que si cette suite, elle est pas justifiée et t'as pas envie d'aller la voir, t'iras pas la voir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Joker 2, parce que les gens en fait se sont rendus compte que c'était pas le produit qu'ils attendaient, et The Marvels se sont rendus compte qu'en fait Captain Marvel c'était sympathique, mais une deuxième aventure de Captain Marvel, c'était peut-être pas la peine. Quoi. Non, ouais. C'était vraiment pas du tout. Nécessaire de faire un The Marvels, on aurait pu s'en passer. Mais il y a des exemples dans tous les sens de suites non justifiées. Je retiens ce que tu dis parce qu'il y a suite non justifiée et il y a aussi le goût pour du public qui change aussi. Bien sûr. Pour le cinéma, et c'est un peu le cas avec Alice à travers le miroir qui était sorti en 2016, donc film de Tim Burton, qui avait fait un très joli carton aussi, qui avait pris son milliard au box-office avec un budget de 200 millions. Le premier sorti en 2010, ouais. Et en 2010, voilà. En deuxième, et en 2016, voilà. Excuse-moi, non, je me suis trompé dans les noms. C'est Alice au Pays des Merveilles en 2010, donc qui a fait le milliard de dollars au box-office avec un budget de 200 millions. Et en 2016, on a Alice à travers le miroir qui, lui, ne fait que 300 millions au box-office avec un budget de 170 millions. Donc, énorme four aussi. Ouais. Mais entre les deux, il y a 6 ans qui sont écoulés. Entre 2010 et 2016. Évidemment, le goût des gens a peut-être évolué, peut-être qu'ils ont vu d'autres choses au cinéma, peut-être qu'ils ont voulu aussi passer sur une autre histoire, peut-être que c'était pas nécessaire de faire deux films du même style, parce qu'en fait, moi, j'arrive vraiment pas à les différencier en plus. Quoi. Vraiment, le même style graphique, tu vois, pour les deux. Ça a été une tannée en plus chez Tim Burton avec Disney, donc on sent que c'est compliqué, etc., quoi. Donc en fait, il y a une redondance. On sent que des fois c'est très redondant, il y a un truc où le momentum il est plus là, il y a vraiment, on sent que les spectateurs sont lassés en fait de ça quoi. Et je le dis tout le temps, faut pas prendre les spectateurs pour des cons, et ils sont beaucoup moins cons qu'on peut croire, et un peu de fraîcheur ça fait toujours du bien. Alors évidemment c'est compliqué quand on veut faire des suites. Quand on a quelque chose qui a très bien fonctionné. Et je te pose la question justement, imagine toi, t'es producteur, tu as un carton dans les mains, il y a un de tes réals qui vient de sortir un truc à 1 milliard de dollars, et potentiellement, soit t'as la possibilité d'en faire une suite grâce à des bouquins à adapter, grâce peut-être à un autre médium, etc. Soit tu peux même y aller en mode on va embaucher des scénaristes pour nous faire une suite de zéro. Comment tu le joues en fait ce truc-là quoi? C'est compliqué aussi à la place d'un... En fait, pour être très honnête et pour me faire l'avocat du diable, je pense que toutes ces suites-là, en tant que producteur, je les mettrais en marche, tu vois. Ouais. Parce que c'est logique. Je veux dire, tu peux pas laisser un film faire 1 milliard de dollars et te dire ouais, c'était bien. Tu vois, genre, ça suffit. Non. Évidemment que dans le monde dans lequel on vit et dans le Hollywood qu'on connaît à l'heure actuelle, ils vont lancer des suites. D'ailleurs, à l'époque du carton de Joker, personne n'était dupe à l'époque de ah tiens, c'est marrant, Todd Phillips va voir les grands pontes de Warner. Évidemment.
évidemment qu'il va aller chercher son chèque, évidemment qu'il va aller développer une suite, alors que justement il disait un petit peu avant sur les tapis rouges qu'il avait fait son film et que c'était très bien pour lui et que machin, tu vois. Non, évidemment qu'il va aller le faire cette suite. Bien sûr. Pense qu'il y a des suites qui sont faites pour les mauvaises raisons, et là typiquement ce film-là il a été fait pour les mauvaises raisons, même si artistiquement il a certainement des valeurs, tu vois, c'est pas du tout antinomique. Le truc, tu vois, c'est que voilà, Franck nous dit, est-ce qu'on va avoir un Oppenheimer 2 ? Bah, tu vois, non mais typiquement... Ou un Titanic 2, on n'a pas eu de Titanic 2 à tu vois, mais c'est typique de ce genre de truc où parfois il y a des moments où tu te dis, mais ça, cette suite, elle devrait pas exister. Barbie 2, on va l'avoir. Barbie 2, c'est évident qu'on l'aura. Mais tu vois, c'est... Barbie 2, par contre. Mais pour me faire l'avocat du diable, évidemment, qu'en tant que producteur, je le ferai. Après, est-ce qu'on peut pas faire les choses différemment ? Tu vois, genre, tu dis, ok, Todd Phillips, t'as fait un truc incroyable avec Joker, est-ce qu'il y a un autre personnage chez DC que t'as envie de traiter de cette manière-là ? Et là, le mec te dit, ouais, j'ai envie de traiter tel autre truc, tu dis, ok. Mais je pense que ça sert à rien de forcer les créatifs à faire des trucs qu'ils ont pas forcément envie de faire, tu vois. Ou mettre un autre réal. Oui. Par exemple. Un autre réal, ça peut être ça, mais après tu changes pas l'équipe qui gagne, en général tu gardes la même équipe. C'est ça, je pense qu'en fait, mais on le dit toutes les semaines, enfin toutes les 2 semaines maintenant, Hollywood a besoin de se rassurer. Ouais. Et qu'est-ce qui est plus rassurant qu'un film qui vient de faire $1 milliard ? Pas grand chose. $2 milliards. Ouais, voilà, c'est ça. Mais vraiment, c'est pas grand chose d'autre, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où, au final, bah, les gens sont intéressés parce que, c'est plus d'argent. Ils sont intéressés parce que c'est plus de cachet, c'est plus de budget aussi, et potentiellement faire des choses qui, au final, peut-être, vu qu'il y a moins de restrictions et moins de contraintes, on se retrouve avec des choses qui sont peut-être pas moins intéressantes, mais qui ne correspondent plus à une demande. Je suis entièrement d'accord, et ça rejoint un petit peu ce que dit Lactic dans le chat. Est-ce que les budgets plus contraints ne génèrent pas plus de créativité ? Moi, je suis partisan de ça. Enfin, je pense vraiment que c'est ça. Moi. Je pense que tu es beaucoup plus malin avec tes mains quand tu as moins de fric, et qu'en tout cas, tu as beaucoup de deadlines, de choses qui t'empêchent en fait d'être tout le temps, quand t'as pas les coups des franches. Et je suis persuadé que c'est plus évidemment difficile. Mais en même temps, ça te force à faire des coupes, ça te force à avancer vite, ça te force à faire des choix, ça te force, voilà, et c'est plus simple, je pense. C'est plus créatif. On va conclure sur le sujet, parce que voilà, il y a plein de films qu'on aurait pu citer, hein. Évidemment, il y a du Speed 2, il y a la suite des Matrix, à notre échelle, il y a quand même les Retours vers le futur, hein. Le 1, il est indépassable, même si j'adore les 2 autres, et ça, il y a plein de films comme ça. Et pour moi, en fait, la vraie conclusion à ça, c'est que les spectateurs, et c'est impossible en vrai, hein, veulent la même chose, mais différemment, renouvelée. Ça marche pour les jeux vidéo, ça marche pour un bouquin, ça marche pour tout, et c'est toujours ça. Et moi le premier, toi le premier, je le sais, non, mais on veut toujours ce qu'on a aimé. En fait, tu veux retrouver l'essence du film d'origine, typiquement, avec de la nouveauté, quoi. Ils auraient fait Joker 2, ça aurait été Joker 1,5, on aurait râlé. On aurait râlé, bien sûr. Non mais, tu vois, il y a pas de bonne solution. Non. Au final. Non mais vraiment, hein. Oui, non, mais c'est... Oui, non, parce que tu vois, prends un exemple on parlait de Nolan tout à l'heure et de sa trilogie, tu prends The Dark Knight, pour moi, il a pas du tout refait Batman Begins, hein, au contraire. C'est quand même le même carcan, non mais attends... T'es quand même sur les mêmes bases. T'es sur les mêmes bases, mais alors par contre, oui, bien sûr, il a été assez malin, mais je veux dire, il change quand même radicalement le ton de son héros, des persos, etc. Je trouve que Batman Begins, il est très comics friendly, tu vois, dans le sens où c'est très mignonnet, quoi. Enfin, même si les comics Batman sont très dark, mais je parle dans le sens comics un peu sympa, light, un peu cool, quoi. The Dark Knight, il est dur, hein, quand même, il y a des trucs, je sais pas, je trouve... bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, il réinvente pas la roue, Dark Knight. Non, mais je trouve que, par exemple, à chaque suite, il s'est différencié. Oui. Ça a été ça son truc. Mais d'un côté, je trouve que c'est peut-être ça qui est intéressant. Tu vois, Rises est moins différent de Dark Knight que Dark Knight ne l'est de Begins, pour le coup. Exactement, ce qui est un problème, je pense. Parce que l'histoire racontée dans Rises méritait un truc un peu plus débilos, je pense. Peut-être. Un format, un écran un peu plus fou, en fait, et moins sérieux que l'est The Dark Knight, qui était parfait pour l'histoire qu'il racontait. Je trouve que Rises, on parle quand même d'une ville
qui est complètement isolé du monde, pété, tous les ponts sont pétés, et en fait c'est en mode c'est très sérieux et tout, c'est très ça. Attendez les gars, il vient de péter un stade entier, les ponts sont pétés, enfin, c'est ridicule. Je suis assez d'accord avec ce que dit Franck là dans le chat. Batman Begins, ça fait beaucoup plus film de studio que The Dark Knight. Ah, clairement, mais parce que vachement plus filmé en intérieur aussi. The Dark Knight était filmé à Chicago à mort et non, bah oui, obligé de le filmer à l'extérieur. Voilà. C'était cool. Bon, bref, on parle pas, c'est pas un sujet sur The Dark Knight, mais une fois pour dire que les suites c'est très compliqué, et je pense évidemment, et tout le temps aussi, qu'il n'y a pas de solution miracle, et que et en fait c'est vraiment à l'appréciation du public à chaque fois, quoi, parce que t'as totalement raison en disant que si t'étais un prod, tu lancerais la machine. Bien sûr, quoi. Évidemment. Donc l'argent appelle l'argent tout le temps, quoi. Exactement. Donc non, c'est ça, en fait le problème c'est que tu peux pas faire une suite copie carbone parce que ça va être critiqué, tu peux pas faire une suite trop différente parce que ça va être critiqué aussi, donc vraiment on est pas bien, quoi. Enfin c'est difficile. Et puis c'est vrai que c'est compliqué de trouver une suite. En dessin animé c'est différent, on en a pas parlé, mais en film d'animation je trouve que c'est différent parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil, et tu peux attendre des années, et c'est en fait tu auras toujours une nouveauté plus ou moins. Je prends l'exemple des Indestructibles. Les Indestructibles 2 est super, et surtout je prends l'exemple de Toy Story 3 qui est quand même le meilleur des Toy Story. Il s'en a écoulé des années entre le premier et le troisième, quoi. Et le gros avantage, c'est que la cible de l'enfant, elle se renouvelle systématiquement. Donc peu importe avec quel Toy Story tu commences, en réalité, tous les gamins de 5 ans sont capables d'aimer le Toy Story 1 ou le Toy Story 2 ou le Toy Story 3 à leur âge, et du coup quelque part c'est presque plus facile pour les films d'animation. C'est vrai. Mais je parle aussi du côté de se renouveler. Oui. Parce que nous on a grandi avec, tu vois, et on les a vus les premiers, deuxièmes, etc. Et arrive le troisième et tu fais ok. Vous mettez la barre vachement haut, les gars, là, quand même. Vous allez bien me faire chialer. Non, mais voilà, ça c'est malin. Et les films d'animation, je trouve, ont moins de mal là-dessus. Carrément. Peut-être en parler un de ces quatre. Je suis assez d'accord avec ça. Écoutez, on va vous laisser sur ce sujet-là, nous laisser bien sûr vos commentaires. Comment vous expliquez tous ces échecs-là récents de films à $1 milliard qui font des flops absolus. Est-ce que vous avez des avis là-dessus? Est-ce que vous êtes allés les voir ces suites ou pas? On attend bien sûr vos commentaires sur YouTube et là où tout c'est possible, bien entendu. Vous pouvez donner des commentaires sur Spotify aussi, n'hésitez pas. Let's go. Ça peut nous intéresser. Les petites étoiles, évidemment. Bah oui, sur les podcasts, c'est très important. Ouais.